ordinateur. Hop, voilà. Et normalement, vous avez un petit icône. Voilà, l'enregistrement est parti. Donc, je vais vous partager mon écran. Hop, ici. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Ok, parfait. Et je vais essayer de mettre le plein écran même, en espérant que ça fonctionne toujours. Donc, nous nous retrouvons pour ce 3e lundi des dirigeants et sur la thématique fidéliser et attirer les bénévoles. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, sur l'outil Zoom, vous pouvez répondre à des questions via l'onglet Converser. Vous pouvez également poser vos questions et si vous le souhaitez, vous pouvez lever la main. Donc, comme nous ne sommes pas beaucoup, n'hésitez pas à lever la main, à nous interrompre. Donc, Cédric pourra m'interrompre tout au long de ma présentation et on aura un échange, bien entendu, après. Hop, donc, pendant que je pense que c'est mieux que tout le monde ferme son micro, c'est ce que vous avez déjà fait, vous pouvez lever la main et on va essayer de respecter le timing. Mais j'en suis sûre, on y arrivera. Alors, ce soir, on se voit, on est ensemble pour essayer de structurer notre association, prendre du recul, de la hauteur, cibler nos besoins, organiser et manager. Vous avez vu que sur les premiers webinaires, on avait travaillé sur le projet associatif, après on a travaillé sur l'emploi, et là, on va plutôt travailler en fait sur la gestion de nos bénévoles et sur l'administration, l'organisation de notre association. Alors, il nous semblait important de rappeler quelques notions pour que tout le monde sache exactement de quoi nous allons parler et notamment des différentes fonctions que l'on va aborder dans l'association. Donc, on va retrouver des bénévoles qui sont des personnes qui s'engagent sans rémunération dans une action au service d'une association. Nous avons également les dirigeants qui, eux, sont des personnes qui s'engagent dans le cadre d'un mandat qui va être confié lors d'une assemblée générale, lors d'une élection d'un conseil d'administration. Ce mandat, il leur est confié pour administrer l'association dans le respect des statuts de cette dernière. Ensuite, on peut avoir, ou pas, hein, ce n'est pas une obligation, et on en a parlé sur le webinaire d'avant, des volontaires qui, eux, vont s'engager sur une mission précise, notamment souvent en rapport avec la citoyenneté, sur plusieurs mois. Et par contre, eux, en échange, vont recevoir une indemnité. Une indemnité, j'insiste sur l'indemnité et non pas un salaire, une indemnité pour pouvoir mener à bien cette association. Donc notamment via les services civiques. Ensuite, on peut avoir, ou pas, encore une fois, des salariés. Donc, eux s'engagent dans le cadre d'un contrat de travail et ils effectuent certaines missions contre rémunération. Et enfin, nous avons les adhérents. Les adhérents qui sont, eux, qui s'engagent en fait dans l'association en payant, en versant une cotisation à l'association et qui, eux, en échange, peuvent participer aux activités qui sont mises en place par l'association. Donc, vous voyez qu'autour de cette association, il y a plusieurs types de personnes qui gravitent. Alors, hop, je vais mettre juste la conversation sur le côté. Voilà. Qui gravitent autour de cette association et qui vont faire justement cette vie associative. Alors, hop. Donc, en fait, on peut différencier ou classifier des types de bénévoles. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on a les bénévoles dirigeants qui, eux, sont élus et qui ont plutôt des fonctions de président, de trésorier, de président de commission. Donc, tout ça, c'est en fonction de la taille hein, de l'association. Ils peuvent être secrétaires, ils peuvent être membres d'une commission. Et ces personnes doivent rendre compte de leur mandat lors de l'Assemblée générale via les rapports moraux, le rapport financier. Et j'allais dire mandat, oui, dure le temps de, par exemple, nous, dans les associations, notamment sportives, on marche en Olympiade, donc à peu près 4 ans.
D'accord? Après, on a des dirigeants réguliers qui, eux, ne sont pas élus, mais qui ont des fonctions, en fait, qui sont validées par le CA, par l'association, pour avoir des fonctions et peut-être pour être entraîneur, arbitre, accompagnateur d'équipe, qui peuvent tenir la buvette, qui peuvent être responsables d'étape de marque, etc. Et eux, bien sûr, leurs seules obligations, bah, c'est d'être conformes au statut et au règlement intérieur de l'association. Ensuite, on a les dirigeants, ce qu'on appelle ponctuels, qui n'ont pas non plus un mandat qui est donné par le CA, mais qui sont là ponctuellement. Alors, ils ne sont pas responsables, on va dire, mais ils sont là pour tenir la buvette, pour être à la billetterie le jour du match, pour peut-être laver les chasubles, pour peut-être aussi s'occuper de donner les goûters quand il y a une rencontre le samedi après-midi au gymnase, qui peuvent être là pour ouvrir le gymnase. Ce sont des personnes qui sont là ponctuellement pour rendre service et pour être dans l'association. Et la seule obligation qu'ils aient, c'est de se conformer, bien sûr, au statut et au règlement intérieur de l'association. Dans notre association, bien entendu, en fonction de la taille, nous allons avoir des besoins qui vont être différents en fonction d'une association ou une autre. Ces besoins, il va falloir à un moment donné les lister pour qu'on puisse être efficient et qu'on puisse mettre les bonnes personnes au bon endroit. Il va falloir déjà faire une photographie. Et là, on se rappelle le webinaire sur le projet où on va faire un diagnostic en fait interne de l'association pour déterminer les besoins de l'association. Alors, on va déterminer des grands items, des grandes parties, comme la partie administrative, comme la partie financière, etc. Et dans ces parties-là, on va essayer de lister les questions qui vont nous amener en fait à déterminer nos besoins. Alors, par exemple, pour la partie administrative, qui gère la boîte mail? Alors, ça peut être plusieurs personnes, ça peut être le salarié s'il y en a un, ça peut être la secrétaire ou le secrétaire de l'association, ça peut être le président, peu importe, mais il va falloir déterminer quelqu'un. Donc, ce diagnostic, il y a un petit outil, c'est un tableau à 3 colonnes, très, très, très facile à faire. On pose les questions sur une colonne à gauche. Au milieu, on essaye de trouver la réponse qui fait quoi. Et puis, peut-être la dernière colonne, on peut mettre peut-être qu'il y aura besoin de plusieurs personnes pour faire cette tâche. Donc, là, j'ai posé la question sur l'administratif, qui gère la boîte mail, mais ça peut être aussi qui gère le courrier, ça peut être aussi qui gère l'enregistrement des licences, qui gère les affiliations, les mutations, qui gère peut-être les déclarations de buvette, voilà, toutes ces petites choses-là, ces petites tâches qui peuvent être un petit peu rébarbatives, qui peuvent être un petit peu redondantes, mais qu'il faut bien faire pour que l'association puisse tourner et dans de bonnes conditions. Donc, il va falloir trouver en net les personnes adéquates en face de chacune. Après, ça peut être la partie financière qui gère le budget. Alors, ça peut être le trésorier, mais il peut y avoir d'autres questions. Il n'y a pas que le budget. Le trésorier ne fait pas que gérer le budget, faire le budget et puis, entre guillemets, tenir le tiroir caisse de l'association. Mais il y a d'autres choses qui se rapportent aux financiers et notamment qui va s'occuper des sponsors, qui va récolter, aller chercher le sponsor. Alors peut-être que ça peut être, encore une fois, ce sont des exemples, le vice-président, s'il y a un vice-président, qui, par exemple, va s'occuper de récupérer l'argent des cotisations, qui peut-être va gérer les comptes courants, tout simplement. Donc, à chaque fois, il va falloir trouver les bonnes personnes. Au niveau du sportif, voilà, ça va être qui va gérer les entraînements. Alors, c'est en général, mais peut-être qui va gérer les entraînements des U13, masculins, féminins, qui va gérer les compétitions. Peut-être c'est des personnes qui vont être là à l'entraînement, et puis peut-être qu'il va avoir des accompagnateurs d'équipe pour les compétitions. Peut-être qu'il va y avoir qui va gérer le matériel pédagogique, qui va gérer les déplacements. Qui est-ce qui va organiser tout ça? Qui va gérer très simplement, et ça c'est souvent le problème, le kit ordinateur pour faire la feuille de match électronique. Voilà, toutes ces questions, il va falloir les lister. Alors, c'est pas exhaustif, mais il va falloir tout lister par partie. Et également sur les parties qui sont moins sportives, comme l'événementiel, qui gère le loto, qui gère
le repas de fin d'année, qui gère la journée porte ouverte, qui va faire le barbecue, enfin toutes ces petites choses-là, qui sont aussi fondamentales, j'allais dire, dans l'association pour qu'il y ait ben, une bonne ambiance et que ça fonctionne et que, j'allais dire, ça peut arriver, non pas une concentration en fait des pouvoirs, je le mets entre guillemets, où il y ait une personne qui soit omniprésente et finalement qui empêche les bénévoles, les autres personnes qui gravitent autour de l'association de s'épanouir et puis bah, de trouver leur compte entre guillemets et que l'association bah, soit un vrai lieu de vie, tout simplement. Donc, et c'est la même chose pour les parties RH, hein. Qui va suivre les bénévoles, c'est un vrai rôle, qui va les gérer, qui va relancer cette motivation, qui va valoriser en fait l'action des bénévoles. Toutes ces choses-là, il va falloir les prévoir et il va falloir les programmer entre guillemets dans le temps. Donc, une fois qu'on aura fait notre diagnostic, entre guillemets, on va pouvoir mettre les gens en face et on va pouvoir organiser et manager. Alors, ces bénévoles, une fois qu'ils sont là, une fois qu'on a pu mettre les bonnes personnes dans, entre guillemets, les bonnes cases, on va s'intéresser un petit peu à eux et on va essayer de comprendre en fait pourquoi ces personnes sont là. On parle. Alors avant, c'est vrai que on va dire avant, on dit pas ça. C'est pas toujours évident de dire avant c'était mieux ou avant il y avait plus de bénévoles ou avant c'était plus facile. Maintenant on a du mal à trouver des bénévoles. C'est tout simplement parce qu'en fait, je pense que l'engagement n'a pas disparu, mais il a sûrement même évolué parce que la vie évolue, parce que avant on peut dire que c'était comme ça. C'était il y avait un gros lien en fait, entre l'associatif et l'éducatif, donc l'école. Souvent, l'association était gérée par le prof de sport et voilà, il y avait c'était un gros lien. Et aux environs des années 80, on va dire que le monde associatif a un petit peu pris ses distances et a commencé à travailler et à exister. En fait, le monde fédéral a commencé à exister un petit peu plus et s'est scindé un petit peu de l'école. Donc, en fait, ça a tout simplement évolué. Donc aujourd'hui, on va avoir besoin d'aller chercher les bénévoles et puis de trouver exactement, même s'il vient sans contrepartie, comment le bénévole va s'épanouir et va venir trouver quelque chose dans l'association. Donc c'est ce qu'on appelle en fait la source de motivation du bénévole. Donc on va essayer de chercher pourquoi il est là. Et alors, il y a plein de réponses hein, qui ne sont pas, encore une fois, très cadrées. Hein. Est-ce qu'il va venir chercher une reconnaissance sociale? Est-ce qu'il va venir pour prendre, il a besoin de responsabilité? Est-ce qu'il va peut-être venir pour s'intégrer dans son environnement? Est-ce qu'il va rechercher juste le contact avec un groupe, avec des personnes? Est-ce qu'il va venir tout simplement assouvir sa passion qu'il va avoir du handball en l'occurrence? Est-ce qu'il cherche à attirer l'attention? Alors ça, c'est pas toujours facile, ces bénévoles-là, mais ils sont là aussi, hein, il ne faut pas les occulter. Est-ce qu'il vient peut-être montrer qu'il a du savoir? Est-ce qu'il vient chercher à étendre son réseau d'influence? Enfin voilà, il y a plein en fait de possibilités et de motivations en fonction des personnes. Elles sont diverses et variées. Il va falloir composer avec tout ça et il va falloir pouvoir, j'allais dire, canaliser, mais aussi contenter en fait chaque personne avec son objectif. Et du coup, on peut peut-être essayer de classifier un petit peu ces bénévoles pour savoir notamment exactement qui ils sont et comment en fait on va pouvoir optimiser en fait leur participation dans l'association. Alors, pour bien, j'allais dire, mettre les bonnes personnes dans les bonnes cases, hein, si je puis dire ainsi, on va essayer de classifier encore une fois les bénévoles. Alors, on peut avoir des bénévoles qui seront là que très, très ponctuellement. Donc, je veux bien donner un coup de main, mais en fait, j'ai ça aussi. Et donc, on sait que ces gens-là, ils seront là que ponctuellement. Donc, on détermine, j'allais dire, cette petite bulle. On sait qu'on a des bénévoles qui sont là que de temps en temps.
Après, on a des bénévoles qui sont là, donc je les appelle les bénévoles à durée déterminée, en CDD, parce que ce sont des personnes qui sont amenées à bouger d'un point de vue professionnel avec des mutations, etc. Donc, par exemple, ils viennent à l'association parce que leurs enfants sont là, ils veulent s'investir, mais ils disent, voilà, moi, je viens d'arriver dans la région, je vais prendre un cliché encore une fois, je suis militaire, je suis là pour 3 ans, je voudrais m'investir, mais on sait qu'on ne va pas le garder au long cours. Après, on a des personnes que l'on rencontre voilà, et qui nous disent, bah, moi, je suis déjà dans une association, mais si vous avez besoin, si vous voulez, bon, alors on sait que ceux-là, on va pouvoir peut-être compter sur eux, mais peut-être pas tout de suite. Et puis après, on a nos bénévoles qui sont passionnés, qui sont là à tous les matchs, qui sont là tout le temps. Et il va falloir aussi les gérer, ces bénévoles-là. D'accord? Donc, on va essayer de classifier, de bien déterminer quoi est confié à qui, en fait. Ça, c'est important de pouvoir être clair là-dessus et d'arriver à bien déterminer et à bien cerner, j'allais dire, les différents bénévoles. Alors, ces bénévoles-là, ils sont là, on ne les a pas forcés, hein, on est bien d'accord. Donc, ils ont de la volonté, mais ce n'est pas que cette volonté-là qu'il va falloir prendre en compte. Je pense que les compétences et la disponibilité sont des critères qui vont être aussi primordiaux dans l'organisation et dans la gestion de nos bénévoles. Donc, la volonté de s'investir, bien sûr, la disponibilité pour s'investir et la compétence qui va être en lien avec la mission qu'on va vouloir leur confier. Et puis pour pouvoir bien déterminer en fait cette mission, je pense par rapport au tableau ou à la petite photographie, au diagnostic que l'on va faire au tout début, en positionnant toutes nos questions, en essayant de mettre des noms. On va, avec chaque tâche, on va pouvoir, ou chaque commission, on va pouvoir faire une petite fiche de poste. Alors, ce n'est pas un truc très détaillé, hein, mais on va pouvoir voilà, déterminer, il faut quelqu'un, par exemple, d'autonome. Si c'est quelqu'un qui va tenir la buvette, il faut quelqu'un d'autonome, il faut quelqu'un qui sache compter. Hein, voilà. On va essayer de déterminer un petit profil du bénévole que l'on va rechercher. Alors, le piège dans lequel il ne faut pas tomber non plus, c'est le côté affectif. Parce que quelquefois, en fait, on a justement dans les bénévoles passionnés, c'est des gens qui sont là depuis hyper longtemps, et puis en fait, ils ont l'habitude de faire ça, et puis en fait, on se rend compte que on a de plus en plus de monde, et puis peut-être que cette personne-là, elle n'a pas toutes les compétences requises pour cette mission qu'on lui confie et qu'on a peut-être quelqu'un qui serait plus qualifié, que ça serait un peu plus efficient, etc. Et en fait, le côté affectif qu'on a dans les associations, quelquefois, peut être un piège et puis nuire, c'est un grand mot encore une fois, nuire au bon fonctionnement et à l'efficience en fait du fonctionnement de l'association. Donc, il faut être attentif à ça et aussi j'allais dire, pour l'ambiance. Voilà, quelquefois, il y a quelques tensions entre les personnes. Oui, lui, il est là parce qu'en fait, c'est le copain d'eux, etc. Donc ça, c'est clair, hein, c'est la vraie vie hein, que je vous dis là. On le sait, hein, on a toujours ces petites réflexions. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Et si on fait des petites fiches de poste, en fait, sur chaque tâche, en fait, on va pouvoir peut-être mieux positionner les personnes. Et puis, du coup, les gens vont pouvoir s'épanouir correctement dans les missions qu'on va leur confier. Alors, pour recruter en fait ces personnes, il y a pas mal de petites choses qui existent, des petits outils, et ce qui va nous permettre aussi de diversifier en fait la gamme de bénévoles qu'on va pouvoir avoir dans son association. C'est la petite fiche de renseignement en fait du début d'année. Ça, moi, je pense que c'est un vrai outil, c'est-à-dire que faire remplir une petite fiche à tous les parents, à toutes les personnes qui adhèrent en fait à l'association, avec quelques renseignements clés, comme la profession, ou juste poser une petite question, vous souhaitez-vous vous investir, voilà, etc. C'est une bonne entrée en fait pour pouvoir renouveler en fait les bénévoles qu'on a dans l'association. Pour qu'on puisse avoir le maximum de compétences et on puisse enrichir en fait l'association. Après, il y a la charte de l'adhérent. En effet, alors ça c'est pareil, hein, c'est une idée, hein, c'est pas j'allais dire une obligation. Dans la charte de l'adhérent, quelquefois, il y a
comme un petit contrat moral, en fait, qui dit que bah, voilà, j'adhère à cette association et je m'engage à donner quelques heures lors des manifestations pour l'association. Donc ça, c'est un moyen aussi de recruter les personnes et puis de faire venir de nouvelles personnes, parce que quelquefois, on a un vivier qui est un petit peu stable, qui ne bouge pas trop, voilà, et c'est toujours intéressant d'avoir des personnes nouvelles. Et cette charte, bon, ce sont des pratiques, hein, je ne dis pas qu'il faut absolument le faire et que ça se fait partout, mais c'est des pratiques. Voilà, dans cette charte, on dit, bon, bah, voilà, je m'engage à donner 3 heures ou je m'engage pour la grosse fête du club à donner 3 heures de mon temps pour faire ça. Donc, suite à l'adhésion voilà, que l'on donne à l'association. Après, bien sûr, on a tout ce qui peut être les discussions informelles tout au long de l'année. On rencontre quelqu'un. Ah, bah, tu fais partie de cette association. Ah, bah oui, bah, tu fais quoi dans la sauce? Bah, moi, je fais ça. Ah, bah, c'est intéressant. Bah, tu sais, moi, je fais ça aussi. Puis avant, dans une assoce, bah, je faisais ça. Ah, bah, c'est intéressant. Bah, peut-être que voilà, tu pourrais venir nous aider ou ça t'intéresserait d'eux. Ou voilà, on a cette manifestation. Justement, on recherchait une personne avec telle compétence. Voilà, toutes ces petites discussions peuvent amener à recruter, à diversifier en fait le volume de bénévoles que l'on peut avoir dans notre association. Et enfin, un autre outil, hein, pareil, il y en a sûrement d'autres, là j'en ai listé quelques-uns, les mailings, les jeux concours pour élargir le vivier, c'est-à-dire que voilà, vous lancez sur les réseaux sociaux un petit jeu concours où les gens, ben, pour pouvoir participer à ce concours, par exemple, doivent entrer leur adresse mail et puis peut-être une autre information. Et ensuite, eh ben, voilà, vous avez comme, j'allais dire, une base de données. Alors attention avec les bases de données aujourd'hui, hein, voilà, on est un petit peu réglementé, il faut faire attention. Mais ça vous donne en fait voilà, une ouverture de votre association sur le monde extérieur qui peut toucher bien sûr les adhérents, mais qui peut toucher au-delà des adhérents et peut-être donner l'envie à de nouvelles personnes en fait d'être là et de participer aux actions de l'animation. Alors dans ces mailings, hein, voilà, ça peut être un mailing de début d'année, mais voilà, au moins vous pouvez avoir une espèce de base de données. Alors, pour faire une petite synthèse de tout ça, j'allais dire qu'il y a 5 étapes qui sont primordiales et qu'il ne faut pas rater quand on essaye d'organiser, de manager en fait les différentes les bénévoles. C'est une première étape où on va donc identifier les différentes tâches à accomplir, de quoi j'ai besoin dans mon association. J'ai besoin d'une personne qui va tenir la buvette, j'ai besoin d'une personne qui va être aux entrées, j'ai besoin d'une police de terrain, j'ai besoin de toutes ces choses-là. Donc, je vais identifier, je vais lister en fait ces différentes tâches. Ensuite, sur notre deuxième étape, je vais essayer de mobiliser, déjà peut-être dans le vivier de bénévoles que j'ai, et peut-être aller chercher des bénévoles à l'extérieur. Je vais essayer de mobiliser et de réunir du coup les ressources humaines qui vont être utiles au projet qu'on aura déterminé en amont avec l'ensemble des instances dans mon association. Ensuite, sur la troisième étape, je vais essayer de mettre, comme on l'a dit, en connaissant correctement chaque bénévole, ses compétences, ses disponibilités, sa volonté. Je vais essayer en fait de mettre la bonne personne au bon endroit. Sur la quatrième étape, donc, je vais faire le point régulièrement avec eux. Donc, je vais manager mes bénévoles. Hein. Je ne vais pas les poser à un poste et puis ne plus m'en occuper en disant bah oui, mais je t'avais dit au mois de septembre que tu faisais ça. Bah oui, mais là, au mois de mai, puis tu ne m'as jamais demandé en fait si ça se passait bien, comment ça allait, etc. Donc, je vais piloter ces bénévoles. Je vais les manager. Et ça, c'est primordial. Que les gens se sentent épaulés, c'est hyper important pour un bénévole d'être valorisé. D'accord ? Et en fait, ça, c'est cette dernière étape associée à la réussite. Donc, si une manifestation se passe bien, la manifestation, en général, dans les associations, s'il n'y a pas les bénévoles, elle ne peut pas avoir lieu. D'accord ? Ce n'est pas juste le président, le trésorier ou alors juste le salarié qui vont pouvoir mener à bien tout ça et valoriser le bénévole. Très clairement, on ne va pas se mentir, hein, il vient aussi pour ça, il a besoin de cette reconnaissance et on ne peut pas l'occulter. Donc, valoriser le bénévole sera, à mon sens, une des étapes primordiales pour pouvoir garder et fidéliser du coup nos bénévoles.
Et du coup, moi, j'en ai fini pour ma présentation. Voilà mon petit compte rendu. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est vous écouter, vous savoir si c'est voilà, peut-être des retours d'expérience, si vous en avez, et des questions probablement autour de ce thème. J'ai vu que dans le chat, il n'y avait pas de questions pour le moment. Maintenant, voilà, on a fini. Donc, vous pouvez directement ouvrir vos micros ou lever la main pour qu'on puisse voilà, vous... Alors, Cédric a mis dans le chat le guide du bénévole, en effet, qui peut aussi vous aider à organiser, à manager en fait l'ensemble des personnes qui gravitent autour de l'association. Alors, soit j'ai été très claire, soit vous êtes super timide. J'espère que je ne suis pas allée trop vite. Il n'y a aucune question. Oui, bonsoir, excusez-moi, voilà. Bonsoir. On a une petite, pas une problématique, mais il y a toujours quelque chose qui est un petit peu compliqué par rapport au bénévolat, c'est que, donc voilà, comme vous disiez, ce sont des gens qui donnent de leur temps, hein, sans contrepartie. Et donc, parfois, il y a une petite ambiguïté, c'est de dire, voilà, nous sommes bénévoles, donc, en termes d'obligation, si vous voulez, de résultats ou de qualité, si vous voulez, voilà, ils oublient parfois qu'on a quand même des adhérents qui sont là, qui ont payé une licence. Donc, ce n'est pas parce qu'on est bénévole qu'on n'a pas une mission voilà, comme je vous disais, effectivement, qualitative. Et ça, c'est un petit peu compliqué au niveau argumentatif, c'est assez compliqué à gérer parfois. À gérer. Certains. Donc, je ne sais pas si d'autres ont la même problématique. Voilà. Oui, ça j'en suis persuadée parce que c'est vrai que oui, mais moi je suis que bénévole. Voilà, ça c'est souvent la petite réflexion. Oui, en effet. Alors après, en effet, on parlait de la petite charte ou de la petite fiche de poste. Le fait de stabiliser en fait dès le départ exactement ce que doit faire le bénévole, je pense que ça peut être une source, ça peut être un petit peu plus facile pour j'allais dire manager, pas diriger, parce que diriger, ce n'est pas le terme, mais manager un petit peu le bénévole en disant, bon, bah voilà, toi, voilà, tu dois, par exemple, je dis n'importe quoi, tu as en charge le minibus de l'association, donc tu dois t'assurer que le plein soit fait, qu'il soit propre, que le contrôle technique soit fait, enfin, toutes ces choses-là. Et ben, en fait, si dans une petite fiche de poste très claire, voilà, listée, on a exactement ce que l'on doit faire et par exemple un échéancier. Voilà, on sait que le contrôle technique, voilà, c'est tous les 4 ans. On sait que le bus, bon bah voilà, il faut qu'il soit propre le lundi matin parce que voilà, il aura servi tout le week-end, etc. Et puis qu'il y aura les sacs de McDo que les gosses auront laissé dedans. Donc il faut que ça soit propre. Et ben peut-être, voilà, on dit bah, tous les lundis matins, est-ce que tu es OK? Alors c'est pareil, hein, c'est de la discussion. Hein, est-ce que tu es OK pour que tous les lundis matins, alors on aurait dit que voilà, il avait le temps, que c'était un retraité, et ben que tous les lundis matins, bah, tu prennes en charge le minibus, que tu t'en occupes, que tu refasses le plein, etc. Je pense que le fait de cadrer sans imposer, hein, encore une fois, ça reste toujours un échange. Ça peut faciliter un petit peu ce problème, entre guillemets, de qualité dont vous parlez. Après, je ne sais pas si d'autres personnes ont ces expériences ou ont des idées. Moi, je vous donne, voilà, ça c'est une façon de faire. Hein. Encore une fois, il y en a sûrement d'autres. Hein. Les experts en management peuvent être plus inspirés que ça, mais c'est un début en tous les cas. Alors, je crois que c'est vrai que le gros problème au niveau des bénévoles, c'est ça, c'est que beaucoup de bénévoles n'ont pas une tâche particulière, ils ne savent pas trop ce qu'ils ont à faire dans un club. Et effectivement, au bout d'un moment, ils se lassent et puis ils sont plus tellement motivés. Et je pense que l'histoire de la fiche de poste, entre guillemets, est pas mal. Je pense que oui, en fait, il n'y a rien de pire d'être là et de ne pas savoir ce qu'on a à faire. Voilà. Mais je pense que, excuse-moi, je pense que c'est vraiment à nous de trouver les moyens de les motiver. C'est ça. Que tu rentres dans une association, tu sais un peu, enfin, moi, de mon expérience, je sais à peu près ce que je veux faire, ce que je ne veux pas faire. Donc après, c'est à voir avec la personne pour savoir comment c'est que tu vas arriver à le motiver, je pense. Parce que tout chacun
a ses compétences ou pas ses compétences, a envie de faire ça ou pas faire ça. Enfin, je sais pas, je pense que moi, c'est un peu ça. Moi, si j'ai envie de faire ça, voilà, je veux dire, je vais me positionner en disant, bah, ça, j'aimerais bien, ou ça, je veux pas. Je pense que c'est important de poser cette question-là, en fait, de qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire, en fait, et de poser clairement la question. Nous, alors peut-être qu'en fait, le dirigeant, il aura peut-être une idée précise, en fait, de ce qu'il souhaite que la personne fasse. Et puis la question de dire, bah, est-ce que ça te convient? Juste, en fait, qui est la question, est-ce que ça te convient? Bah, ça peut aussi bah, faire que la personne, ben, en fait, elle va se sentir valorisée, qu'elle va se sentir écoutée, et puis qu'elle va justement faire peut-être quelque chose de bon cœur. Et puis finalement, peut-être que nous, dirigeants, on s'est peut-être trompé. Ah bon, en fait, non, tu veux pas faire ça. Ah pourtant, je pensais que… Ah non, mais en fait, je me suis trompée. OK. Alors en fait, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Voilà. Ça, je pense que c'est important pour le bénévole. Je pense que c'est une vraie discussion à avoir avec les bénévoles. Si on veut vraiment garder les bénévoles, ben moi, je pense que c'est essentiel. Après, la valorisation du bénévole, elle se fait de plein de façons. De prendre, quand on disait, de prendre en fait attache, de vérifier si ça se passe bien, de voir s'ils se sentent bien, si ça leur convient. Ça, c'est une chose. Et puis après, très clairement, le bénévole, il a besoin de matériel aussi. Le fait de leur acheter un t-shirt, le fait de faire une soirée que pour les bénévoles, le fait de les emmener sur… alors, encore une fois, c'est des exemples, de les inviter sur un match de l'équipe élite ESBF, ESBM à Besançon ou à Dijon. Toutes ces choses-là, ce sont des petites attentions auxquelles je pense le bénévole est vraiment attaché. Et quelquefois, voilà, une invitation pour aller voir une équipe élite, et ben, c'est ce qu'il demande, quoi. Moi, je me souviens très bien, donc, pour avoir organisé à Montbéliard, à l'Axone, une poule de l'Euro en 2018. Donc, on avait quand même beaucoup de bénévoles et ça grouillait. Et en fait, donc on a un match tous les 2 jours. Et tous les 2 jours, le jour du match, en fait, on leur donnait un petit cadeau. Alors, je vais vous expliquer. C'était un petit ruban avec marqué Euro 2018, ok, un petit bracelet, en fait, juste un petit ruban. Non, mais c'était pompalop. C'était génial. Mais on ne pouvait pas leur faire plus plaisir de leur donner un petit bracelet en tissu. Pour eux, c'était ah, c'est super, on a encore un cadeau. Alors voilà, on avait plusieurs soirées, donc ah, mais c'est super, on a un petit cadeau. C'était un bracelet en tissu, donc c'était quand même pas, je leur en ferai pas une montre Rolex, on est bien d'accord. Et juste ça, cette petite attention, et ben en fait, c'était top. Donc je pense qu'ils recherchent aussi ça, c'est une façon de les valoriser. Il y a plein de façons de faire. Marc? Je pense qu'il est important aussi, quand on parle de bénévoles, on est face à une génération qui cherche du sens dans ce qu'ils font. Et on a une tendance à leur faire des tâches, ce qui n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire, comme tu dis, effectivement, gérer un minibus, c'est une tâche. Mais quel est le sens de son action à un moment donné en tant que bénévole? Et cette notion-là qui aujourd'hui prend le pas sur tout le reste. C'est cet aspect-là, effectivement, de sens. Mais c'est valable pour nous aussi en tant qu'individu. On cherche du sens pour ce qu'on fait dans notre travail. Surtout depuis plus d'1 an, où on voit effectivement un gros bouleversement dans pas mal de choses. Donc, trouver du sens, effectivement, c'est important. Ensuite, derrière, travailler l'environnement aussi de vos clubs respectifs. Comme tu disais, voilà, ça peut passer par des petites récompenses, ça peut passer par effectivement un moment un moment ensemble, convivial, dans la mesure du possible. Mais surtout, pas oublier aussi le développement personnel de chacun. Il est important aussi que des bénévoles puissent progresser et qu'une discipline comme le hand soit en mesure d'apporter quelque chose à des individus qui viennent nous aider dans les clubs. Ça peut passer par une formation qui peut aussi les aider à prendre de la confiance en eux. Ça peut passer par effectivement participer à des événements aussi qui leur donnent effectivement une utilité. J'en parlais effectivement, sur donner du sens. Donc, les 2 choses les plus importantes, c'est vraiment
donner du sens réellement à ce qu'on leur fait, les missions, entre guillemets. Donc, c'est très bien, hein, les fiches. Hein. C'est que ça donne effectivement ça donne un axe. Mais il y a aussi effectivement pourquoi tu le fais, d'une certaine manière. C'est le pourquoi. C'est de Et trouver en fait, la motivation. Hein. Oui, exactement, parce qu'il va le faire pendant 6 mois et ensuite derrière, il va vite se rendre compte que finalement, on le prend pour un larbin et que c'est souvent le cas. Et que le problème, c'est qu'après, on l'abandonne. Puis surtout, on ne comprend pas en tant que dirigeant que cette personne s'en aille. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. Et très souvent, c'est là que se déroule le fameux concept des fâcheries. C'est comme une rupture amoureuse, hein, c'est la même. Hein, donc, on est dans le même principe, c'est le même concept. Voilà. Donc, je pense que le sens et le développement personnel, c'est vraiment deux notions qui doivent effectivement être importantes dans le recrutement. Et tout ça, ça participe à ce qu'on appelle, alors en termes de marketing, on appelle ça la marque employeur, mais c'est en fait tout simplement, c'est votre produit, n'oubliez pas ce que vous vendez, donc ça veut dire que c'est votre club, mais pas que, c'est l'image de votre club, c'est les valeurs de vos clubs. Notre président de la Ligue dit qu'il faut mettre du soleil dans nos valeurs, donc il faut mettre du soleil dans nos valeurs respectives. Je reviens au premier webinaire, effectivement, où Alexandra nous avait bien expliqué qu'il fallait mettre des valeurs dans la construction d'un projet. Donc, automatiquement, tout est lié, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces personnes se retrouvent avec des valeurs communes, automatiquement, il y a du sens. Votre marque employeur en tant qu'association, elle devient attractive. Donc, on ne vient pas uniquement pour vous exploiter. Par exemple, les fameux Yaka Faucon, soyons très clairs. Hein, voilà. Hein. Donc, les fameux Yaka Faucon, on en a tous connus, on en connaîtra encore. Mais là, effectivement, c'est une manière d'enlever ces personnes-là petit à petit en travaillant l'image justement de votre association. On est des associations de handball compétition, sauf que vous vous rendez compte que depuis un an, la compétition est un peu remise un peu de côté, clairement. Donc c'est à nous aussi, à un moment donné, de présenter notre manière d'aborder le handball. D'où, alors ça peut être en extérieur comme on le voit, mais on en revient toujours pareil, c'est de la pratique, encore une fois, c'est de l'action. Mais à un moment donné, c'est aussi le moment pour les clubs de réfléchir à sa raison d'être, tout simplement, de la manière dont on appelle ça, et on appelle aujourd'hui ça la raison d'être. Et donc, le principe de la marque employeur pour justement que vos bénévoles puissent rester, qu'il y ait du sens et qu'ils puissent avoir un développement personnel. Exactement. Et cette culture d'entreprise, cette marque employeur, en fait, voilà, elle a, je pense, aujourd'hui d'autant plus son sens, exactement, parce que l'essence même de nos associations, qui est la compétition, l'organisation du handball dans la région, est un petit peu mise à mal, on peut dire ça comme ça. Et du coup, justement, cette culture qu'on va mettre en place ou qu'on va essayer de rétablir pour remettre en marche, refaire tourner la machine du club, elle va être essentielle en fait. Et dans le projet associatif, que l'on va mettre en place également, dans le règlement intérieur, qu'est-ce que le club transpire en fait, voilà. Et en fait, ça va être, je pense, très très important pour qu'en effet les bénévoles trouvent le sens et qui viennent dans nos associations de handball plutôt que d'aller. Après, ils peuvent aller ailleurs aussi, hein, mais ils peuvent venir rester chez nous. On a le droit d'aller dans plusieurs associations. Et pour rebondir également sur ce que disait Marc, la valorisation peut passer également par la formation. Et aujourd'hui, ça a quand même bien évolué. C'est-à-dire que la formation du bénévole est de plus en plus valorisée. Alors, il y a différentes choses. Hein. Quand on est élu d'un CA, quand on est, qu'on a le titre de président, de secrétaire, de trésorier, on peut bénéficier des aides de notre OPCO, hein, de l'AFDAS, sur des missions, sur des formations. Et puis après, en tant que bénévole, que particulier, j'allais dire, on peut également, si on souhaite acquérir des compétences autres, on peut mobiliser en fait son CPF, hein, son compte personnel de formation, pour atteindre en fait, des compétences que l'on souhaiterait acquérir. Alors, ça peut être des compétences techniques via les formations fédérales pour devenir entraîneur territorial ou animateur, etc. Mais ça peut être également je vais prendre un exemple, peut-être le trésorier, il a besoin d'une petite formation sur le logiciel, etc. Ça peut être pris en charge.
Et ça, c'est plutôt intéressant et c'est même plutôt valorisant en fait pour ces personnes-là parce que via l'association, ils vont acquérir des compétences qui pourront peut-être utiliser en fait dans leur champ professionnel ou ailleurs. Voilà. Et on parle du CPF et pas oublier aussi le compte d'engagement citoyen qui permet aussi, alors que c'est assez peu connu, mais notamment pour les dirigeants de clubs, voilà, qui valorise un peu les heures passées dans l'association et qui se transforme en argent pour pouvoir financer une formation. Alors, il y a des limites, etc. Mais voilà, je crois que c'est 200 heures ou un truc comme ça par an. Donc, je pense qu'on est large, enfin, la plupart des bénévoles, je pense que vous êtes tous bénévoles aussi, la plupart. 200 heures, on a vite fait de les faire, je pense. Et en plus, c'est multi-association. Ça veut dire que ça peut être cumulé avec plusieurs associations. Donc, 200 heures, on y est vite. Et je pense que voilà, c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour financer des formations voilà, à titre de ce compte-là, quoi. Exactement. Donc voilà. Donc il y a quand même quelques moyens aujourd'hui pour pouvoir valoriser et j'allais dire, alors c'est bien pour valoriser, c'est bien aussi pour fidéliser voilà, les bénévoles en disant bah voilà, nous on aimerait bien que voilà, tu fasses plutôt ça dans la sauce, on te propose cette petite formation, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et ça peut être intéressant pour garder nos bénévoles. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Alors, bien sûr, ce webinaire est enregistré. Il sera disponible, donc à la fin des webinaires, on mettra tous ces webinaires et les PowerPoint en diffusion sur le site de la Ligue et sur la chaîne YouTube. Donc, vous pourrez retrouver du coup toutes ces informations si des personnes voilà, n'ont pas pu venir. Voilà. Et notamment, après, nous, on est à votre disposition. Voilà, vous pouvez appeler à la Ligue, voilà, demander à Alexandra notamment. On est à votre disposition pour vous accompagner aussi. Hein, quelquefois, si vous avez besoin de structuration, si vous avez besoin d'outils, si vous avez besoin voilà, de contact, voilà, de réflexion, on peut aussi vous accompagner pour la structuration. Hein. On a déjà parlé du projet associatif, on a parlé de l'emploi. Là, on parle des bénévoles, mais on est là, la Ligue, elle est là pour ça aussi. Hein. Elle est là pour vous accompagner et structurer vous aider à structurer en tous les cas vos associations. Et je pense que c'est d'autant plus important dans la période que l'on passe maintenant. Moi, un truc que je mettrais bien en place, essayer de mettre en place, c'est un livret du bénévole. Parce Oui. qu'on a des jeunes qui font plein de formations, d'arbitre, de choses comme ça, qu'ils ne mettent pas forcément dans leur CV, mais qui peuvent leur servir justement avec ce guide, enfin, pas ce guide, mais je ne sais pas comment vous dire, cette chose du bénévole où les bénévoles pourraient mettre leur formation qu'ils ont fait sur certaines associations, des choses comme ça qui peuvent servir, enfin, les jeunes ou les moins jeunes, hein, mais qui peuvent servir après pour quelqu'un qui va faire du management, dire bah, tiens, j'étais arbitre, voilà, mon livret bénévole prouve que j'ai fait de l'arbitrage pendant tant de temps. Des gens, des fois, enfin, surtout les jeunes, ne le mettent pas dans leur CV. Et je trouve ça dommage de faire des formations qui pourraient leur servir sur d'autres choses, quoi. Bien sûr. Tu après, oui, en effet, je comprends. Pas très clair. Si, c'est bien clair. C'est relativement clair, mais le problème, c'est qu'on a scindé les deux mondes. C'est-à-dire que d'un côté, on a un monde professionnel et on a un monde comment on peut appeler ça, de plaisir, parce qu'on est là le week-end et puis on s'entraîne 2 fois dans la semaine et puis on va jouer avec les copains. Donc, mais d'un autre côté, on ne met pas en avant. Donc, quand on fait effectivement les formations, moi qui interviens dans les formations, par exemple à la Ligue, quand on fait une partie sur les CV et les lettres de motivation, je m'attarde énormément sur justement quels sont vos loisirs à la fin d'un CV. Et très souvent, on se rend compte que ils mettent handball. Voilà, c'est pour donc, ça. Donc après, la signification d'handball, c'est qu'effectivement, oui, c'est un sport collectif, donc ça veut dire qu'on peut travailler en équipe.
Mais dans l'autre aspect, c'est qu'on n'est pas précis. C'est-à-dire qu'en mettant arbitrage, on a une compétence. Voilà, c'est pour ça, c'était dans cet esprit de dire, bah, tu as des compétences, pourquoi pas les exploiter pour, je sais pas, pour un boulot, pour faire autre chose, pour, je sais pas, enfin, voilà. Aujourd'hui, on est sur des carrières qui deviennent de plus en plus courtes, entre 3 et 6 oui. ans. Donc, c'est devenu ça. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont besoin de mettre des compétences en avant. Et ces compétences, aujourd'hui, c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure, il serait effectivement pertinent qu'on arrive que les clubs se transforment un peu et fassent évoluer leurs bénévoles au niveau justement de ces compétences-là et les mettent en avant. Mais personne ne le fait. Personne ne le fait réellement. Et je sais qu'il y a des associations qui ont sorti un livret justement du bénévole. Avec que tu passes tant d'heures en formation, tu fais tant d'heures d'arbitrage, voilà, avec le tampon du club, enfin voilà, le tampon du club ou de l'association ou de ce que tu veux, quoi. Et j'ai trouvé ça génial et je dis que c'est dommage de ne pas s'en servir parce que justement, il y a des gens qui, enfin, pour une reconversion ou pour, je sais pas, pour un loisir, pour ce que tu veux, te dire, bah, tiens, j'ai ça comme compétence parce que j'ai déjà fait ça. Voilà. Oui, c'est une façon de valoriser et notamment aujourd'hui dans les cabinets de recrutement, hein, on parle beaucoup de soft skills, hard skills, math skills. Donc en fait, les compétences, les compétences qu'on a d'un point de vue, j'allais dire universitaire, scolaire, les diplômes, voilà. Donc on voit ça dans les CV, etc. Mais tout ce qui est et aujourd'hui ça prend quand même une place. Voilà, souvent les cabinets de recrutement justement vont aller regarder en fait les petites lignes, si on met qu'on a été arbitre, si on met que on a été sportif et que ça fait 15 ans qu'on fait le même sport, toutes ces petites compétences, toutes ces petites choses, ou alors qu'on a géré, je sais pas, le club, la bibliothèque, du village, voilà, toutes ces choses-là, ça de façon sous-jacente, en fait, hein, eux, ils regardent ça, ils lisent entre les lignes et ils disent, cette personne-là, en effet, elle a telle compétence, telle compétence. Et du coup, c'est vrai que je pense que toutes ces compétences de bénévoles qu'on peut avoir en dehors du monde professionnel peuvent nous aider, en fait, dans le développement, dans le sens que l'on donne, en fait, à son existence, à sa vie. Ce sont des compétences qu'il faut qu'on mette bien en avant. Et un livret, par exemple, du bénévole peut être un moyen de lister ces petites choses-là. Je t'en enverrai un parce que j'en ai récupéré un. Avec plaisir. Un, si tu veux. Avec plaisir, vraiment. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler. Ça peut être un outil qu'on va mettre en place. C'est très intéressant. Alors après, il y a le passeport bénévole qui existe, qui est fait par France Bénévolat. Voilà, qui est fait par France Bénévolat. Voilà, où là, c'est une plateforme qui permet qui sont reconnus par Pôle emploi, par le ministère, par tout ça, du travail, etc., qui permet de, en fait, tu as ton compte et on peut rentrer toutes les parties bénévoles. Ouais, moi, j'étais encore papier. Mais... Voilà, mais oui, maintenant, ils dématérialisent vite. Je suis désolée. Voilà. Mais du coup, ça permet, et c'est vraiment reconnu par Pôle emploi, etc. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place. Et puis derrière, ça pourrait être valorisé si jamais, par exemple, ils vous font des validations de compétences, des choses comme ça qui peuvent être mises en place. J'y ai pensé parce qu'avec les services civiques, qu'on en a de plus en plus, ils ont d'autres compétences, ça fait d'autres compétences et des fois, ça rebondit sur plein d'autres choses, quoi. Donc, c'était c'était dans cet esprit-là, quoi. C'est ce qui va faire vraiment la différence aussi entre plusieurs CV avec les mêmes diplômes. C'est aussi souvent ça qui va faire la différence sur le recrutement et sur l'employabilité, quoi. Exactement. Ça peut être le petit déclic qui va faire pencher la balance du bon côté pour un recrutement. Marc, tu voulais ajouter quelque chose? Après, encore une fois, quand on est, comme Alexandra disait tout à l'heure, quand on a aussi une tendance à, par exemple, prenons un sujet qui est assez clair pour beaucoup de clubs, la fameuse commission partenaire est très souvent dévolue à des personnes
spécifique. C'est-à-dire que c'est rarement quelqu'un qui va dire tiens, je vais m'occuper des partenaires, machin. Il y a quand même un minimum de compétences qu'on disait que dans ce domaine-là, d'autant plus aujourd'hui et encore plus aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on a une tendance à se concentrer. Alors ça, c'est typiquement, encore une fois, hein, c'est typiquement de notre pays. Hein, je précise, c'est pas effectivement ailleurs. On se concentre principalement sur, ben, tu as fait ça comme expérience universitaire ou tu as ça comme diplôme, tu vas faire ça. Sauf que, en fait, la vérité, c'est que c'est pas parce qu'il a fait ça, d'abord qu'il aime ça, déjà dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, qu'il a les compétences réellement pour faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est là la difficulté. Aujourd'hui, manager et recruter des bénévoles va devenir beaucoup plus dur. Désolé de le dire là pendant un enregistrement de webinaire, va devenir beaucoup plus dur dans le futur qu'il ne l'était dans les années 90 et au début des années 2000. Ça, parce que tout simplement la société, elle change. Et c'est là qu'on vient, on parle beaucoup de profils atypiques ces derniers temps. C'est-à-dire que c'est des personnes, par exemple, moi j'en suis un, par exemple. Soyons très clairs, j'en suis un. J'ai fait des études qui n'ont absolument rien à voir avec le métier que je fais aujourd'hui et mon expérience professionnelle est arrivée à un point où ce n'est absolument pas du tout. Soyons très clairs, je n'ai presque rien à faire dans le hand, hein, soyons très clairs, hein, techniquement. Ne te dévalorise pas, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, mais je suis voilà, non, mais techniquement, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne suis pas handballeur, je n'ai rien à voir effectivement avec tout ça. Et pourtant, je me retrouve dans cet univers-là parce que ça me plaît et ça me passionne. Donc, automatiquement, on est dans une autre dynamique. Mais je suis ce qu'on peut considérer comme un profil atypique. Et ça, c'est pareil, c'est très difficile pour un président de gérer ce type de profil-là. Parce qu'encore une fois, voilà, c'est-à-dire qu'il y a de multiples compétences qui peuvent se créer, il peut avoir un CV qui peut être très long, sauf que derrière, il n'a pas le, quand on parlait de poste, il n'y a pas nécessairement le bon poste, encore une fois, parce que justement, bah, ce n'est pas parce qu'il a fait effectivement marketing, je ne sais pas quoi, dans son master, que bah, derrière, on va le mettre directement sur le sponsoring ou la gestion des partenaires. Non, il peut être très bon dans l'événementiel, il peut être très très bon juste pour coordonner, parce que finalement, il a ça comme compétence. Et donc, on en revient sur le principe de compétence et aujourd'hui, on recrute aussi sur le potentiel. Alors là, on est parti sur autre chose et là, c'est une autre compétence. Donc là, par contre, si vous voulez aller là-dessus, il y a des formations d'ailleurs pour ça. C'est-à-dire qu'il faut déceler effectivement ce qu'on appelle un potentiel. Donc, ce qu'on parlait un petit peu tout à l'heure, c'est une rhétorique. Hein. Le potentiel, c'est tout simplement que, voilà, comme on disait, on regarde dans le CV, on voit effectivement surtout les expériences pro, pas son diplôme. Vous enlevez la partie diplôme, regardez les expériences professionnelles. Si c'est quelqu'un effectivement qui a travaillé l'été, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut être autonome de toute façon et qu'il est là pour bosser. Alors, c'est soit ses parents l'obligent à 18 ans d'aller au boulot, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, c'est la vie, hein. Soit c'est tout simplement, à un moment donné, il veut s'assumer. Si c'est quelqu'un qui, tous les étés, va faire un job d'été, ou qui va faire les vendanges ou n'importe quoi, pour lui poser, il y a ça, tout ça, c'est des choses qui comptent. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le côté diplôme, dans un CV, il arrive toujours au-dessus. Mais la plupart du temps, en fait, voilà, de descendre, toujours descendre. Et quand on regarde un CV aujourd'hui, en tant que recruteur, en tant que manager et tout ça, généralement, on regarde les deux parties du bas. C'est-à-dire généralement leur expérience pro, leur poser des questions. Souvent, il y a des trous. Pourquoi? Encore une fois. Donc, pour un bénévole, ça peut être très intéressant. Pourquoi il y a des trous? C'est des choses qu'effectivement, quand on fait ces fiches-là en question, il y a des choses où c'est des questions, on parlait d'informels, les off, effectivement, qu'on peut faire dans des tours de gymnase, quand on aura un gymnase un jour, ou des tours d'un stade, puisqu'en ce moment on est beaucoup dans les stades, qui peuvent éventuellement se faire. Et ensuite, derrière, passer sur ses loisirs. S'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il est VTT, qu'il aime bien effectivement la nature, les fougères et des trucs comme ça peut être effectivement quelque chose, faut creuser de ce côté-là. Surtout que ça peut être une personne ressource. Si vous dites qu'il aime bien la nature, ça peut être une personne ressource pour tout ce qui est développement durable. Et ça, je vous signale que c'est aussi c'est l'avenir en la matière, en termes de. Ça fait partie des projets effectivement à développer dans le futur. Donc, c'est très, très compliqué. Et les bénévoles, c'est devenu très, très compliqué à gérer. Et malheureusement, alors c'est pareil, je pense que vous êtes dans des clubs de différents niveau de licenciés, par exemple. Donc, il y a des petits clubs qui, par exemple, n'ont qu'une équipe, une ou deux équipes seniors et qui n'ont que ça. Donc, elles vont se retrouver
pas les mêmes, dans les problématiques totalement différentes en termes de bénévolat, puisque généralement, c'est l'arbitre, c'est le joueur de l'équipe senior garçon, et puis que le président, généralement, voilà, etc. Puis à l'opposé, vous pouvez avoir des structures à 100, 150, 200 avec salariés, et puis d'autres structures à 300, 400, et là, on est encore une fois, à chaque niveau, le besoin de bénévolat est totalement différent dans sa gestion. C'est pour ça qu'en fait, je revenais sur la photographie et le diagnostic en fait, qui va vraiment être primordial. En effet, ça ne sera pas du tout le même dans un petit club d'une centaine d'adhérents à côté d'un club où il y en a 250 ou 300, proche d'une agglomération, dans une grosse agglomération, à la campagne. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, c'est pour ça que c'est hyper important d'arriver. Tout à l'heure, dans le préambule, je mettais prendre du recul. Okay, donc, arriver à prendre à un moment donné le recul nécessaire pour photographier, regarder notre club, notre association d'un petit peu de haut, et puis se poser et dire, OK, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a là aujourd'hui, et vers quoi on veut aller, et comment on va organiser ça, et avec quels moyens. Et dans les moyens, il y a des moyens financiers, etc., mais dans les moyens, il y a la RH. Et ce qu'on appelle la RH, ce n'est pas uniquement un salarié, c'est aussi l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des acteurs qui vont faire en fait l'association et qui vont faire la vie de l'association. Et cette vie associative, c'est clair, c'est riche, quoi. C'est riche en valeurs, c'est riche en compétences, c'est riche en émotions, en plein de choses. Et par contre, quand on est dirigeant, quelquefois, ce n'est pas toujours très facile. Mais voilà, on va dire qu'on va essayer de tendre vers cette richesse et ces valeurs et le sens, justement, comme disait Marc, cette marque dans l'employeur ou cette marque, cette culture associative, ces valeurs que l'on souhaite mettre en avant et pour pouvoir être au service aussi du sport ou de l'activité que l'on veut mettre et qui est l'essence même de l'association. Alors, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Je vous écoute si vous avez encore des questions. Moi, je suis à votre disposition. On est à votre disposition. Et puis, autrement, vous me dites. Et puis, on peut encore aller profiter de la terrasse. Monsieur Noir. Il y en a qui allient les deux. Tout à fait. C'est ça. Écoutez, s'il y a plus de questions, je vous remercie d'avoir été présent ce soir avec nous. J'espère que la thématique vous a intéressé, que ça vous a guidé et que vous allez pouvoir avancer en fait dans vos différentes dans l'avancement de votre association, tout simplement. Encore une fois, c'était un petit temps. On est toujours là pour vous accompagner, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. On est là, service au club, ça fait partie de la Ligue. Voilà. Merci à tous. Très bonne fin de journée, très bonne soirée. Et puis, j'espère vous retrouver donc, sur les prochains. Donc, le prochain webinaire sera donc bien sur l'ANS le 12 avril. À 18h30, là vous saurez tout sur les orientations, la note d'orientation, comment faire votre dossier ANS pour essayer de récolter aussi, ça fait partie aussi de la vie d'association, dans un petit côté financier, comment je vais financer toutes mes actions. Voilà, donc ça va être un webinaire intéressant et le dernier webinaire aura lieu et la thématique sera sur la communication, voilà, comment je communique dans mon association. Voilà. Merci à tous, très bonne fin de soirée et à bientôt. Merci, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.